Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo sur le Subaru Forester e-Boxer 2025. Aujourd'hui, je vais vous parler des places avant ainsi que du tableau de bord. Alors, venez avec moi, je vais vous montrer tout de suite les sièges. Le modèle e-Boxer, celui avec le moteur hybride, est disponible seulement dans la version la plus équipée, donc la version Premiere. C'est des sièges en cuir brun, très jolis, des cuirs perforés. Alors, c'est très, très joli, de qualité. Et on a aussi un petit, ce qu'on appelle chez Subaru de l'Ultra Suède. Alors, c'est les supports latéraux sont faits dans ce matériel. Alors, on a des très bons supports latéraux pour le dos et ainsi que des supports latéraux pour les cuisses. Alors, très confortable. Pas grand-chose à dire de négatif sur ces sièges. Pour ce qui est du tableau de bord, eh bien, si vous me suivez depuis quelques semaines, quelques mois, vous savez que j'ai essayé précédemment cet été le Subaru Forester dans une version moins équipée, mais c'est quand même le même design. On a intégré quelques petites touches de contraste, mais le brun des sièges en cuir, on le retrouve aussi dans les portières. Alors, c'est très beau. J'aime beaucoup cette finition en cuir brun. Les matériaux sont de bonne qualité. On fait des efforts chez Subaru pour être devant les concurrents. Alors, pour ce qui est de la nacelle d'instrumentation, si vous vous souvenez aussi du précédent Forester que j'ai essayé, c'était des cadrans analogiques conventionnels qu'on voyait depuis plusieurs années. Là, pour la version hybride, on a un écran, mais dans lequel on a quand même conservé des cadrans, mais c'est des cadrans numériques, c'est des images de cadrans. Alors, vous voyez à droite l'indicateur de vitesse, à gauche, c'est le fonctionnement du groupe hybride. Présentement, le moteur à essence est à l'arrêt, alors c'est pour ça qu'on voit en haut, un peu vers la droite, l'inscription EV, c'est seulement le moteur électrique qui fonctionne. On a les seules choses paramétrables qu'on a, c'est les petits renseignements dans le coin en bas à gauche. Ceux-là, on peut les changer en jouant avec la touche au volant. Alors, c'est la seule façon d'adapter les renseignements. En tout cas, s'il y en a une autre, je ne les ai pas trouvés. C'est sûr que quand on actionne le régulateur de vitesse, ça change un peu les renseignements qu'il y a au milieu. Mais pour le reste, là, il n'y a pas de changement. Même si on enclenche le mode sport, vous voyez, il n'y a pas de changement dans l'affichage. Alors, c'est un peu décevant, mais en même temps, tout ce qui est là est très clair à lire, facile à comprendre. Alors, c'est difficile de reprocher quoi que ce soit à Subaru, mais ça manque un peu de fantaisie, disons. À gauche, on a quelques touches. On a un mode EV qui ne sert pas à grand-chose puisque j'ai essayé depuis le début de la semaine de l'activer et il manque toujours une condition où il s'active mais se désactive rapidement puisqu'il faut être appuyé avec une plume sur l'accélérateur. Alors, c'est constamment désactivé. Alors, il vaut mieux se fier au système qui va gérer l'électricité de ce groupe hybride. Ensuite, c'est une touche pour ouvrir le haillon électrifié. On a une touche pour activer ou désactiver le fait de passer le pied sous le pare-choc pour ouvrir le haillon. Ça, on peut le désactiver. On a ici la roulette pour l'intensité de l'affichage et on a la télécommande pour ouvrir le volet du réservoir d'essence. Ce qu'on a à droite aussi, c'est que dans cette version tout équipée, il y a des touches pour mémoriser les réglages du siège du conducteur et évidemment les touches pour les glaces latérales et les rétroviseurs. Sur le volant, un volant typiquement Subaru, très simple, rond avec l'insigne. À gauche, on a ce qui a rapport un peu plus avec l'audio. En fait, à peu près tout ce qui est là, incluant les commandes vocales, c'est de l'audio aussi. Il y a juste ce petit bouton à bascule qui sert à changer les renseignements dans l'écran. Et à droite, c'est le régulateur de vitesse adaptatif. Alors, on a des touches pour diminuer ou augmenter la distance avec le véhicule qui nous précède. On a ici une touche pour le suivi des lignes blanches que je ne vous recommande pas trop puisqu'il y a tendance à
à un peu trop nous garder au centre, toujours surveiller si on tient bien le volant. Il est vraiment très intrusif. Alors, activez-le, vous pouvez le désactiver facilement si ça ne vous intéresse pas. On a le mode sport et le mode normal. C'est les deux seuls modes disponibles. Et un peu plus bas, le commutateur pour le volant chauffant. Au centre, un grand écran de, si ma mémoire est bonne, 11,2 pouces. C'est un système, moi, que je trouve assez clair. Je ne comprends pas trop. Dans la version précédente que j'avais essayé, je trouvais que, bien qu'il était lent, mais c'était raisonnable. Lui est plus lent encore. Ben, ce matin, vous voyez, là, ce matin, il réagit bien. Mais quand je l'ai essayé hier et avant-hier, il était plutôt lent. Et ce que je reproche aussi un peu, c'est que le Android Auto, qui est bien repéré ici, prend plusieurs secondes, sinon près d'une minute avant d'être repéré. Alors, si on veut programmer nos choses avant de démarrer, ben, on perd une minute là. Une minute dans une vie, c'est pas grand-chose, mais des fois, on veut tout faire rapidement. Alors, si ça entrait plus rapidement, ce serait bien agréable. Les touches, j'aime bien. On a un GPS intégré qui utilise des données TomTom. Et vous savez, si vous m'écoutez depuis un petit bout de temps, que les données TomTom, ce n'est pas mes préférés. On a aussi, ben, vous avez la radio conventionnelle, vous avez les médias, c'est-à-dire la musique en continu, vous avez le téléphone. Tout est facile à voir. Je comprends que les icônes ont l'air d'avoir été faites à une autre ère de l'ordinateur, une ère, disons, peut-être d'une dizaine d'années, mais c'est facile à comprendre. Si seulement l'écran était plus réactif, on serait vraiment au bon endroit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a les commandes de ventilation dans le bas, ici. On a des sièges ventilés, des sièges chauffants pour conducteurs et passagers. Puis ce qui est bien, c'est qu'on a les touches aussi physiques. Alors, si vous ne voulez pas aller changer la température là, vous pouvez les changer ici facilement. On a aussi, vous avez le volume de la radio, vous pouvez changer les postes avec un bouton. Alors, à une ère où où il y a des écrans partout, mais les gens ne sont peut-être pas tout à fait à jour sur le fait d'être près de l'informatique, bien, des touches physiques, ça peut être rassurant. Une chose, par contre, qui manque dans les touches qui sont ici, il n'y a pas le bouton automatique. Pour aller sur l'automatique, il faut aller dans les commandes de ventilation et là, peser sur le bouton automatique, ce qui me semble bizarre, puisque ça aurait été facile de le placer à quelque part là pour qu'on puisse activer ou désactiver l'automatisme. Un peu plus bas, on a un chargeur par induction qui, dans le cas de mon téléphone, encore une fois, ne veut pas trop fonctionner. Mais avec certains téléphones, ça fonctionne. Alors, si vous voulez l'utiliser, c'est là. Ça ne recharge pas rapidement, mais ça peut conserver votre charge si vous utilisez, surtout si vous utilisez les plateformes comme Android Auto ou Apple CarPlay. Ça décharge les téléphones assez rapidement. Alors, ça peut peut-être un peu recharger, mais dans mon cas, ça ne fonctionne pas. Le téléphone vient vraiment trop chaud. Vous avez ici, un peu plus bas, deux prises, en fait, une prise USB-C et une prise USB-A, ainsi qu'une prise auxiliaire, ce qui est de plus en plus rare dans les véhicules. La prise USB-C est à 3 ampères, ce qui est très bien, ce qui charge les téléphones rapidement. Levier de vitesse traditionnel qu'on peut pousser sur le côté pour avoir un mode manuel. Ça, c'est à votre goût. Je sais qu'il n'y a pas plusieurs personnes qui utilisent le mode manuel. Et d'ailleurs, on ne peut pas changer les vitesses avec le levier de vitesse. Il faut les changer avec les palettes au volant. Alors, c'est là, mais je doute fortement que ça va être utilisé. On a le frein à main électronique. On a ici pour la caméra de recul. Je vais vous la montrer. Vous voyez, dans ce cas-là, on vous montre, on vous fait faire le tour du véhicule, voir si vous êtes bien stationné entre les lignes. Et je dois avouer que les images sont vraiment belles. Alors, le seul problème, c'est que quand on recule, quelquefois, l'image est très petite. L'image standard là, de caméra de recul est très petite.
mais on a une vue en plongée, ce qui nous aide un peu plus. On a mis les porte-gobelets en diagonale, petite touche originale. La prise 12 volts qu'on n'a pas abandonnée, qui est toujours là. Et ici, au centre, un coffre qui est assez profond. Pas très grand, mais assez profond. Alors, vous allez pouvoir y mettre plusieurs choses, des menus objets que vous ne voulez pas qu'ils se perdent dans votre habitacle. Alors, c'est ce qui complète cette présentation du Subaru Forester e-Boxer 2025 sur les places avant et le tableau de bord. Alors, on se reparle bientôt pour les places arrière ainsi que l'espace de chargement. Commentez, aimez et partagez. Et j'ai très hâte de vous revoir. À bientôt!